Bonjour à tous, vous êtes bien dans le nouveau numéro de l'émission Les Secrets du Bac. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un cours qui, selon certains élèves, est très compliqué en terminale. C'est le cours sur les relations internationales, les relations américano-soviétiques de 47 à 91. Alors, chers élèves, le cours n'est pas du tout compliqué. Peut-être ce qui fait sa complexité, c'est parce qu'il peut-être qu'il est long, mais il n'est pas du tout compliqué si nous maîtrisons ou si nous connaissons les dates et leurs différents événements. Alors, il faut savoir que le cours sur les relations internationales est un cours d'histoire, de terminale, qui est au programme terminal, qui doit permettre aux enfants, aux élèves de terminale de comprendre les relations internationales depuis 1945 entre les Américains et l'URSS. Il faut savoir que depuis 1945, les Américains et les Soviétiques sont engagés dans une guerre qu'on appelle communément la guerre froide. Il faut savoir que 1945 marque ce qu'on appelle la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, vu que la SDN avait échoué à sa mission, qu'elle s'était assignée à la mission de maintien de la paix, la SDN avait échoué. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la coalition anti-hitlérienne, c'est la coalition, c'est les Américains, les Soviétiques, c'est la France, la Grande-Bretagne. Ils ont créé une force commune, ils ont fusionné pour combattre l'Allemagne de Hitler. C'est ce qu'on appelait la coalition anti-hitlérienne. Alors, lorsque Hitler a perdu la guerre en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont jugé bon de remplacer la SDN par une nouvelle organisation qu'on va appeler l'ONU. Et l'ONU va être créée par les Américains en 1945. Et vous allez voir qu'à partir de 1946, à la conférence de Nuremberg, jusqu'en fin 1946, la conférence de Yalta et de Potsdam, vous allez voir que de grandes décisions seront prises quant à l'Allemagne. Parce que comme l'Allemagne était la principale instigatrice de la Seconde Guerre mondiale, alors à Yalta et à Potsdam, il était décidé de diviser l'Allemagne en 4 zones d'occupation. C'est-à-dire les 4 États qui ont participé à combattre l'Allemagne à la Seconde Guerre mondiale devaient diviser l'Allemagne en 4 zones. Une zone pour la France, une zone pour la Grande-Bretagne, une zone pour l'URSS et une zone pour les États-Unis. Mais c'est là que la question le problème va se poser, parce que Américains et Soviétiques étaient dans une quête de leadership. Chacun voulait étendre sa force, sa suprématie, sa puissance sur le monde. Chacun voulait posséder le plus grand nombre de territoires. Ce qui a fait que ces 2 grandes puissances-là se sont engagées dans une course aux armements, dans une guerre sans merci. C'est pourquoi, à partir de 1947, vous allez voir qu'en 1947, les Américains vont réfléchir, vont penser à comment est-ce qu'on va s'imposer au monde. Ils vont penser avec leur secrétaire d'État, George Marshall, qui va réfléchir, qui va mettre en place ce qu'on appelle une politique qu'on va appeler le plan Marshall, qui est destiné c'est un plan d'aide financière destiné à aider tous les pays ruinés après la Seconde Guerre mondiale. Et ce plan d'aide-là est destiné aux pays ruinés après la Seconde Guerre mondiale, certes, mais le plan d'aide est lancé, mais ce plan est sous condition. Ça veut dire que tous les pays qui veulent adhérer au plan Marshall doivent remplir 2 conditions. Ils doivent d'abord accepter d'être capitalistes et accepter la politique du containment. Alors, la politique du containment, c'est la politique de l'endiguement, c'est-à-dire de lutter contre le communisme. Donc, tous ceux qui vont intégrer le plan Marshall doivent accepter d'être capitalistes et de lutter contre le communisme. Ça, c'est en 1947. Et vous allez voir que dans la même année, après, l'URSS va aussi lancer ce qu'on appelle le plan Zhdanov, qui est aussi un modèle calqué du plan Marshall, qui est aussi un plan d'aide lancé à tous les pays ruinés après la guerre, mais spécialement les pays de l'Europe de l'Est, ruinés après la guerre. Mais le plan Marshall, il y a 16 pays qui vont adhérer au plan Marshall et il y a 9 pays qui vont adhérer à la doctrine Zhdanov en 1947. Voici d'où est partie la division du monde en 2 blocs. Voilà pourquoi on parle de la bipolarisation du monde. Bi qui veut dire 2. Donc la division du monde en 2 blocs antagonistes. Donc le bloc capitaliste américain et le bloc communiste de l'URSS. Alors vous allez voir que jusqu'en 1948, les relations entre Américains et Soviétiques vont s'intensifier. Parce que le problème central va être la question allemande, le problème allemand. Parce que dans le démantèlement et dans la dénazification de l'Allemagne, il y a eu problème, puisque l'URSS a été le premier à violer les accords de Yalta et de Potsdam. Ce qui va faire que les Américains vont aussi
trouvé la solution de fusionner leur zone, américains et britanniques vont fusionner leur zone pour en faire un État allemand puissant qu'on va appeler Berlin-Ouest. Bien évidemment, la France va après rejoindre l'Allemagne, bien évidemment, à l'ouest pour fusionner sa zone. Après, les capitalistes vont créer Berlin-Ouest, ils vont créer leur capitale. Ça va s'appeler, ils vont créer la capitale qu'on va appeler Bonn, le chancelier avec Konrad Adenauer. Ils vont créer leur monnaie qu'on va appeler le Deutsche Mark. Et ils vont appeler leur État allemand la RFA, la République fédérale allemande. Du côté soviétique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont eux aussi se structurer. Ils vont se structurer, ils vont créer la RDA, pour capitale Pankov. Ils vont créer leur propre monnaie, qu'on va appeler le Ostmark. Vous allez voir que, mécontent de cette situation, Staline va mettre un blocus entre l'Est et l'Ouest, pensant pensant asphyxier les Américains en 1948. En 1948, il va mettre ce qu'on appelle le blocus de Berlin. Il va couper toutes les voies qui mènent à Berlin-Ouest. Il va couper même les canaux, les chemins de fer, tout ce qui mène à Berlin-Ouest. Il va, en un mot, asphyxier Berlin-Ouest. Mais les Américains vont être très efficaces en créant des ponts aériens et en ravitaillant Berlin-Ouest en eau et en nourriture avec près de 200 000 vols par jour. Et l'épreuve de force, bien évidemment, sera remportée par les Américains puisque Staline va perdre la guerre à Berlin et le mur de Berlin va tomber en mai 1949. Après, vous allez voir que ces relations américano-soviétiques vont se densifier puisque jusqu'en 1962, les deux grandes puissances vont encore s'affronter. Cette fois-ci, ils vont s'affronter à Cuba en 1960. À Cuba, où Batista va se faire renverser par Ernesto Guevara et par Fidel Castro. Et vous allez voir que Batista était un pro-capitaliste, mais se faisant renverser, cela va créer le mécontentement des Américains qui ne vont pas apprécier l'acte posé par Castro. Mais Castro, en renversant Batista, s'attendait à ce que les Américains l'applaudissent, s'attendait d'être un allié privilégié des Américains. Et là, les Américains vont rejeter le pouvoir qu'ils qualifient d'illégal et d'illégitime de Fidel Castro. C'est en cela que Castro va tenter un rapprochement vers l'URSS qui va acheter désormais le sucre cubain. Et Castro va nationaliser toutes les entreprises sucrières américaines. Il va nationaliser toutes les terres qu'il va redistribuer aux paysans. Kennedy, mécontent, va mettre en garde Castro contre ce pouvoir illégal et illégitime. Mais en ce moment, vous allez voir que l'URSS va commencer à blinder, à préparer Cuba contre les États-Unis parce que des missiles seront placés de la Floride aux États-Unis pour bombarder, si je peux m'exprimer ici, les Américains. Mais les Américains étaient encore plus puissants parce qu'ils avaient des missiles de la Turquie vers Cuba. Vous allez voir que ça va être une guerre ça a failli être une guerre meurtrière parce que c'était une crise des euromissiles, c'était une crise où les deux grandes puissances étaient prêtes à s'affronter au plan militaire. La mobilisation de l'ONU a fait que cette crise a pu prendre fin puisque Khrouchtchev va pour finir accepter de retirer ses missiles de l'eau et les Américains vont finalement remporter l'épreuve de force parce que en réalité Khrouchtchev va perdre en prestige puisque l'Union soviétique va pas accepter la reculade de l'URSS en face des Américains. Cuba va alors tenter un rapprochement vers la Chine parce que Castro sera déçu un peu de la gestion de cette affaire par l'URSS. Après cela, les deux grands vont prendre conscience du fait que la crise de Cuba a failli les mener à une troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter un rapprochement. Mais ce rapprochement sera fait par... Il y a eu des motivations à ce rapprochement-là, puisque les Américains et les URSS ont compris que la crise de Cuba pouvait nous entraîner vers une troisième guerre mondiale. Il y a eu l'émergence du tiers-monde. Les pays comme le Japon, comme le Canada, comme la Chine ont commencé à émerger au plan économique et au plan militaire. Il y a eu aussi l'équilibre de la terreur atomique qui ont fait prendre conscience aux deux grands qu'il fallait créer un rapprochement, qu'il fallait créer un cadre d'entente, qu'il fallait créer une période d'accalmie. Cette période-là, on va l'appeler la coexistence pacifique, qui est une période de rapprochement entre les deux grandes puissances. Américains et soviétiques vont se rapprocher. Désormais, il y aura une collaboration étroite entre les deux grandes puissances, jusqu'à la création de ce qu'on appelle le téléphone rouge entre la Maison-Blanche et le Kremlin pour accentuer la collaboration, pour accentuer ce rapprochement. Il va y avoir des échanges de produits entre les deux grands. Il y aura même des voyages officiels
des différents présidents dans différents États, il y aura la signature de plusieurs accords en 63, notamment les accords de Moscou, les accords SALT et l'accord SALT qu'on a dénommé Strategic Arm Limitation, qui porte sur la limitation des armes nucléaires. Et il y a aussi les accords START, qui est les accords Strategic Arm Reduction, qui est aussi la réduction des essais des armes nucléaires dans l'espace. Alors, tous ces accords vont être signés, mais vous allez voir qu'à partir de 64, la conscience pacifique va connaître un frein, va connaître une cassure, va connaître un bouleversement, parce qu'en 64 va exploser la seconde crise du Vietnam. Le Vietnam où les deux grands vont s'affronter, où vous allez voir que l'Union soviétique, les communistes vont soutenir le Vietnam du Nord, géré, parce que le Vietnam était divisé en deux. La première crise du Vietnam a eu lieu en 54, hein, qui était d'abord ce qu'on appelle la guerre de l'Indochine, où la France voulait annexer certains territoires, hein, du Vietnam, hein, pour créer ce qu'on appelle l'Indochine, avec le Vietnam, avec le Laos, avec le Cambodge. C'est peut-être la France voulait mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle l'Indochine. Mais la France n'a pas réussi en 54, donc la France a échoué. La France va quitter le Vietnam en 54. Alors, à 54, à Genève, il y aura ce qu'on appelle la conférence de Genève. À Genève, il était question de faire quoi? De réunifier les deux Vietnams, divisés de part et d'autre, le Nord et le Sud. Et Bao Dai, qui était en charge de la réunification, n'a pas pu réunifier le Vietnam. Et en 64, une guerre va exploser, où les Soviétiques vont soutenir le nord du Vietnam, détenu par Ho Chi Minh, et le Sud va être défendu par les États-Unis avec Bao Dai, mais qui va se faire renverser par Ngo Dinh Diem, son premier ministre. Vous allez voir que cette guerre aussi va être une guerre très meurtrière, où les Américains vont aussi, bien évidemment, perdre cette guerre parce que le Viet Cong, qui était une guérilla puissante soutenue par l'URSS, le Viet Cong va semer la terreur au Vietnam et la guerre va passer à une guerre civile. Vous allez voir que les Américains vont même quitter le Vietnam à partir de 1973-1974. La conférence de Paris va ordonner aux Américains de quitter le Vietnam à partir de 1974. Et nous allons passer à ce qu'on appelle la vietnamisation du conflit, où le Vietnam va être réunifié pour finir sous l'égide du communisme. Alors après la crise du Vietnam, vous allez voir que le monde va comprendre qu'il fallait qu'on passe définitivement à une période d'accalmie, une période de paix. Voilà Ronald Reagan qui va avoir l'idée de créer ce qu'on appelle la conférence d'Helsinki en Finlande. Helsinki est une conférence qui poursuit la paix, la sécurité en Europe, le respect des territoires, le respect de toutes les frontières héritées après la Seconde Guerre mondiale. Donc à Helsinki, près de 10 à 11 dispositions seront prises en vue de la paix et de la sécurité en Europe. Après, vous allez voir qu'après la conférence d'Helsinki qui va promouvoir la paix en Europe, à partir des années 85, la démocratie populaire, donc en URSS, en Union soviétique, un monsieur va accéder au pouvoir à partir de 85, qu'on va appeler Mikhail Gorbatchev, qui va accéder au pouvoir en 85. Gorbatchev va venir au pouvoir en 85 en URSS, penser changer la politique soviétique. Gorbatchev voulait calquer la politique soviétique sur le modèle capitaliste, sur le modèle démocratique. Gorbatchev voulait mettre en place un État démocratique, un État soviétique, mais cette fois-ci, un État soviétique respectueux des valeurs de la démocratie, respectueux des valeurs de la civilisation même soviétique. Mais il va mettre en place deux politiques majeures, qu'on va appeler la perestroïka et la glasnost. La perestroïka, c'est la restructuration dans le domaine sociopolitique, socio-économique. La transparence aussi, la glasnost aussi, c'est la transparence. La transparence dans la prise de décision, dans la prise de décision au niveau électoral et autres. Mais vous allez voir que cette politique de Gorbatchev va susciter de vives réactions au niveau même du PQS, du Parti communiste de l'Union soviétique, le parti conservateur, qui n'était pas d'accord avec la politique de Gorbatchev, qui va remettre en cause la politique de Gorbatchev. Et finalement, avec la pression, Gorbatchev va quitter le pouvoir à partir de 90. Mais vous allez voir que certains États satellites de l'URSS, comme la Roumanie, la Tchécoslovaquie, les pays baltes,
qui formés par la Lituanie, par l'Estonie et par la Lettonie vont se retirer du bloc soviétique parce qu'ils voulaient être indépendants, vont commencer à prendre leur indépendance. Après, vous allez voir que la Yougoslavie, la Pologne et certains d'autres États vont commencer à se retirer du bloc soviétique. On va maintenant assister à l'effondrement du bloc soviétique à partir de 90. Et on va passer à la réunification de l'Allemagne. Et vous allez voir que la RDA et la RFA vont être réunifiées, vont créer une Allemagne avec une seule monnaie. À partir de 91, le mur de Berlin, 90, le mur de Berlin va tomber, et en 91, la CEE va devenir l'Union européenne. Et vous allez voir qu'en 91, nous avons ce qu'on appelle l'unipolarisation du monde, c'est-à-dire la réunification du monde en un seul bloc. Désormais, il n'y a plus de bloc de l'Est et de bloc de l'Ouest. Désormais, le monde est réunifié. Mais cela n'empêche pas de penser que jusqu'à aujourd'hui, la guerre froide continue. Elle continue, mais ce n'est pas une guerre armée entre États-Unis et URSS, mais c'est une guerre idéologique, une guerre idéologique, mais qui se fait par pays interposés, par idéologie politique, économique, par les débats. Voilà, c'est ça la guerre froide. Donc, c'était un peu le résumé du cours sur les relations internationales. Alors la prochaine pour un prochain numéro de Les secrets du bac.